On retrouve Renaud Girard, journaliste éditorialiste au Figaro, spécialiste des relations internationales. Vos éditos paraissent tous les mardis. Bonjour. Cette première conférence internationale pour la paix n'était finalement que l'occasion d'un rappel d'un soutien à l'Ukraine ? Oui, c'était une conférence de soutien à l'Ukraine. Les Suisses avaient envisagé à un moment d'inviter la Russie. Si la Russie avait été là, ça aurait été une véritable conférence de la paix, parce qu'on ne peut pas faire la paix en l'absence d'un des deux belligérants. Mais ils n'ont pas trouvé beaucoup d'intérêt au Kremlin, les Suisses, parce que le Kremlin reproche à la Suisse d'avoir abandonné sa neutralité. Et c'est vrai que la Suisse applique, par exemple, toutes les sanctions, la totalité des sanctions qui sont décidées par l'Union européenne. Et vous savez que l'Union européenne a déjà, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, l'Union européenne a déjà voté 13 paquets de sanctions de suite, qui sont tous appliqués par la Suisse. Et qu'en est-il du plan de paix ukrainien évoqué par le président Zelensky ? Alors, le plan de paix ukrainien en 10 points est aux antipodes, évidemment, du plan de paix de Vladimir Poutine. Poutine, il demande carrément aux Ukrainiens de quitter les 4 oblasts qui ont été officiellement annexés dans la constitution russe, mais qui ne sont pas aujourd'hui entièrement contrôlés par l'armée russe. Par exemple, l'oblast de Zaporijjia ou de Kherson ne sont pas entièrement contrôlés par l'armée russe. Et il demande aussi, ce qu'il a toujours demandé, que l'Ukraine renonce à l'OTAN. En revanche, les 10 points, eh bien, c'est évidemment ce que demande Zelensky, c'est le retour de tous les territoires ukrainiens, y compris la Crimée, malgré le référendum de 2014, et puis aussi des réparations de guerre, et puis aussi des garanties de sécurité, évidemment, pour l'Ukraine, et aussi des condamnations pour les crimes de guerre qui ont été commis. Ça, c'est le plan en 10 points de Zelensky, et c'est pour cela que le président ukrainien voulait convoquer cette grande réunion où beaucoup de pays qui ne sont pas occidentaux sont quand même venus, comme le Kenya, pour présenter ce plan en 10 points et pour, en quelque sorte, leur vendre, comme il vient de vous l'expliquer à l'antenne. Oui, alors pour Vladimir Poutine, donc ce qu'il appelle un plan de paix, c'est la défaite militaire de l'Ukraine. Mais est-ce que du côté ukrainien, c'est un vrai plan de paix ou c'est un plan de victoire militaire contre la Russie ? Alors, c'est aussi un plan, effectivement, de victoire militaire contre la Russie, parce que c'est un peu un plan qui reprend, je dirais, les 1945, c'est-à-dire après la victoire des Alliés, c'est-à-dire le jugement des responsables de l'agression et des responsables de crimes de guerre, et aussi des réparations. Vous savez que, évidemment, l'Allemagne a eu ses dirigeants jugés, pour les officiers responsables de crimes de guerre ont été jugés à Nuremberg et après, et également l'Allemagne a été condamnée, bien sûr, à verser des réparations après la Deuxième Guerre mondiale. Le plan de paix de Zelensky comprend tout cela. Alors, il est évident aujourd'hui que aucun des deux plans de paix ne va aboutir. Le plan de paix proposé par Poutine ne va pas aboutir parce que les Ukrainiens continuent à résister et ont la volonté de résister et de récupérer les territoires occupés, d'autant plus qu'ils viennent de recevoir un soutien massif, financier et militaire massif des États-Unis, 60 milliards de dollars, et même un soutien important de l'Union européenne, plus de 50 milliards d'euros sur 5 ans. Et évidemment que de son côté, Vladimir Poutine ne va pas rendre un seul mètre carré du territoire chèrement conquis par ses forces armées. Donc le meilleur scénario aujourd'hui
ça serait un cessez-le-feu, je ne dis pas un traité de paix, mais un cessez-le-feu à la coréenne, comme entre la Corée du Nord et la Corée du Sud après la guerre cessez-le-feu de 1953. Avec un front gelé, du coup. Mais une médiation, elle est possible. Quel pays pourrait servir de médiateur? La Turquie, éventuellement? La Chine était absente. Alors là, la Chine est sans doute considérée, comme la Chine était absente, comme pas suffisamment neutre pour être médiateur. Elle a tous les moyens pour être médiateur. La Chine fait valoir qu'elle ne porte pas la moindre responsabilité dans l'agression russe de l'Ukraine, ce qui est d'ailleurs vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que l'industrie chinoise aide l'effort de guerre russe, puisque des centaines de machines-outils sont livrées tous les mois par la Chine au complexe militaro-industriel russe. Mais un autre médiateur possible serait évidemment la Turquie. Il y a eu des conversations en mars 2022 extrêmement profondes entre les Russes et les Ukrainiens à Istanbul. Ça a échoué, mais en fait de peu. Certains journaux britanniques ont dit que c'est une mission de Boris Johnson, qui était Premier ministre britannique à l'époque, à Kiev au début avril 2022, qui aurait fait en sorte de dire aux Ukrainiens non, ces garanties de sécurité ne vous suffiront pas, et en tout cas nous les Anglais ne vous donnerons pas de garantie de sécurité, mais en revanche nous vous donnerons des armes pour que vous continuiez la guerre et pour que vous battiez la Russie. Ce calcul de Boris Johnson s'est révélé un mauvais calcul, mais ce n'est pas le seul mauvais calcul qu'il ait fait de sa vie. Vous parliez des moyens financiers massifs apportés par les Américains notamment. Il y a également des moyens militaires promis par les Occidentaux, toujours en particulier par les Américains. Est-ce qu'ils arrivent sur le terrain? Est-ce que vous pensez réellement que ces moyens peuvent changer la donne? Alors, tout à fait, ces moyens arrivent. Vous avez vu que l'offensive sur Kharkov, elle est pratiquement bloquée aujourd'hui. Les Russes n'ont pas été capables de faire des avancées significatives. Bien, ils ont conquis 800, 600 km², mais ça fait 1/1000 du territoire ukrainien, donc ce n'est pas significatif. On n'est pas là dans une offensive, genre offensive allemande du 10 mai 1940 contre la France, pas du tout. Donc les Ukrainiens résistent, ils ont le moral parce qu'ils savent qu'ils ont l'Amérique derrière eux, et les armes vont faire en sorte que jamais les Russes ne pourront prendre Odessa ou ne pourront prendre Kharkov. Et je pense que le plan des Ukrainiens, c'est en miroir en fait du plan russe de 2023, c'est de construire une ligne de fortification. La ligne russe qui a montré son efficacité en 2023 s'appelle la ligne Surovikin, et donc que Sritsky, le chef d'état-major ukrainien, construise une même ligne de fortification empêchant les Russes d'avancer plus en Ukraine. Et lorsque vous aurez effectivement deux lignes Maginot qui se font face, eh bien, la guerre ne pourra plus vraiment, la guerre de mouvement en tout cas, ne pourra plus vraiment continuer. Et donc c'est comme ça un petit peu que je vois les choses à l'avenir, mais je ne vois pas du tout les Ukrainiens décider aujourd'hui de céder. Ils tiennent à leur liberté, à leur indépendance, et je ne vois pas du tout non plus les Occidentaux céder, parce qu'ils ont investi énormément pour l'Ukraine, et céder, ce serait, comme avait dit De Gaulle lors de la crise de Berlin contre l'URSS, céder, ce serait surexciter l'adversaire, surexciter la Russie, l'encourager à d'autres conquêtes. Or, c'est exactement ce que les Occidentaux refusent. Il s'agit de calmer la Russie et de faire en sorte qu'elle renonce
à des conquêtes territoriales qui vont à l'encontre, vous l'avez répété, qui vont à l'encontre du droit international et des traités que la Russie elle-même avait signés, parce qu'il faut quand même rappeler aux auditeurs que c'est avec la pleine volonté de la Russie et des Russes et des Ukrainiens que l'Ukraine a acquis son indépendance en 1991. Merci beaucoup, Renaud Gérard, d'avoir été avec nous. Merci infiniment pour votre Merci de m'avoir décryptage. invité.